Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut effectuer une requête HTTP pour accéder à une page web avec un ESP8266. Ça, c'est pas forcément très utile. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est que cette requête HTTP, on va également pouvoir la faire à destination d'une domotique pour pouvoir changer l'état d'un élément dans la domotique, mais également pour pouvoir lancer une commande ou un scénario. Donc voilà ce qu'on réalise aujourd'hui. Alors tout de suite, on se rend sur VS Code et je vais utiliser donc le plateforme IO ici pour pouvoir créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, vous pouvez le réaliser également avec l'IDE Arduino. Bien, donc ce nouveau projet, hop, je vais l'appeler tuto HTTP client. J'utilise pour ces projets des petits modules de type node MCU. Donc vous évidemment vous utilisez le module ESP8266 que vous avez l'habitude d'utiliser, certainement du node MCU. Ça peut être un objet connecté que vous avez également modifié pour pouvoir le reprogrammer. Donc le code source, au départ, le voici. Donc ce code source, c'est le code standard. On va le remplacer. Donc que vous soyez sur l'IDE Arduino ou sur VS Code, vous procédez exactement de la même façon. Et ici, vous vous rendez sur ge2i.eu. Dans la catégorie informatique embarquée, bien débuté avec les ESP8266, on retrouve les différentes vidéos précédentes et on va aller prendre le programme de base de IPFix. Alors ce programme de base, vous le trouvez ici. Donc je le copie et donc je vais le coller à cet endroit-là. Voilà. Pour pouvoir lancer ma requête HTTP, je vais avoir besoin de deux bibliothèques. Alors ces bibliothèques, elles font partie du framework de base de l'ESP8266. C'est ESP8266 HTTP client. Et donc ça c'est le client HTTP pour pouvoir envoyer une requête sur l'internet et recueillir une page internet. Alors quand je dis sur internet, ça peut être en local si vous avez un serveur HTTP que vous pouvez consulter localement. Ensuite, on va ajouter un client Wi-Fi. Bien. Au niveau des pins, je vais lancer la requête HTTP en appuyant sur un bouton. Alors ce bouton, il sera sur le GPIO 0. Alors ça c'est le GPIO 0 de l'ESP8266. Alors sur mon node MCU, ça correspond, alors j'en ai un ici, un node MCU, sur le node MCU, ça correspond à D3. Alors je ne sais pas si on peut voir ça. Bon non, c'est pas formidable, je laisse tomber, parce que on va perdre du temps inutilement. Donc, node MCU D3, on précise quand même. Bien, ce bouton, il sera actif à l'état bas. Alors, au niveau du code, petite modification parce que il y a un certain nombre de fonctions qu'on va utiliser avec ces éléments-là qui sont parfois deprecated sous cette forme-là. Donc, on va les déclarer sous forme de tableau comme ceci. Donc, ici, vous décommentez et vous renseignez votre SSID. Vous décommentez également et vous renseignez votre mot de passe. Vous pouvez également, comme je le fais moi-même, utiliser un fichier info connexion.h que vous mettez soit dans les sources, soit dans le dossier include ici. Alors moi j'ai mis ça dans le dossier include. Et alors on poursuit. On poursuit. Alors très rapidement. Très rapidement, on retrouve ici donc le setup d'une adresse IP fixe que j'ai choisi à 201 en ce qui me concerne. On met en place une liaison série qui va nous servir tout à l'heure pour valider le fonctionnement. On a ici la configuration des broches et on va configurer donc notre pin bouton en input pull-up. Alors en fait le bouton poussoir, il est relié d'un côté à la masse, de l'autre côté sur l'entrée GPIO 0 ou encore D3
en node MCU. Et la résistance de pull-up est en interne. Ça veut dire que ce bouton, il est ce qu'on appelle actif à l'état bas. Hein. Il faut appuyer dessus pour que le niveau passe à un état bas à l'entrée dédiée pour le bouton poussoir. Je n'utiliserai pas l'OTA dans cette vidéo. On configure en point d'accès. On lance la configuration avec l'IP statique qui a été définie précédemment et on lance enfin la connexion. Ensuite, on met en place ici les fonctions de prise en charge des événements, donc pour l'obtention de l'adresse IP d'une part et le fait que la connexion soit établie d'autre part. Bon, tout ça, ça a déjà été vu dans les vidéos précédentes. Lorsque la connexion est établie dans la boucle principale, j'allume la LED, je fais appel à l'OTA et je vais ajouter ici la consultation de la page web. Consultation HTTP. Cette consultation HTTP, elle passe par l'usage donc de l'objet HTTP client qu'il faut définir. Alors j'en ai pas défini encore. Alors on va le définir de façon locale ici. Bon, évidemment, si vous en avez besoin à différents endroits de votre programme, vous pouvez le définir en variable globale, hein, ce client. Donc voilà, je le définis ici. En même temps, je vais prendre en charge un client Wi-Fi que j'appelle client. Donc maintenant, pour pouvoir réaliser la consultation, comme ça va être lancé à chaque tour de boucle, je vais déclarer ça en global. Ce sera quand même préférable. Voilà. Donc là, ce sont nos clients pour pouvoir effectuer les requêtes HTTP. Hop. J'augmente un petit peu la taille de la police parce que je sais qu'il y en a qui sont parfois gênés en suivant la vidéo. Alors on retourne donc à notre point de consultation. Ici. Donc notre objet HTTP client, il dispose de plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, il y a une méthode begin qui permet de lancer une requête. Pour pouvoir lancer une requête, on va fournir une URL. Alors ça, c'est une première possibilité, mais il y a d'autres possibilités. Et la méthode aujourd'hui, elle nécessite en fait de fournir un client pour commencer. Donc ici, je fournis le client Wi-Fi. Et là, maintenant, je vais fournir l'URL. Alors l'URL, eh bien, ce sera pour ce premier exemple, hein, http://www.gei.eu/test/test.php. Bon, c'est une petite page de test que j'ai réalisée. Avec cette approche, il n'est pas vraiment question de télécharger des pages énormes. Hein. Bien, alors ça va nous renvoyer un code. Ce code, c'est du booléen. Et le résultat, c'est que si la réponse répond vrai, et bien dans ce cas, c'est que la connexion s'est bien passée. Si la réponse est faux, c'est que la connexion a échoué. Et on fera donc un petit serial print ln pour indiquer que la connexion a échoué. Bien, alors maintenant, la connexion au serveur HTTP peut tout à fait fonctionner, mais pour autant, la page peut être inaccessible. Alors, on va récupérer dans un entier
le code de compte rendu de cette requête. Ce code, on l'obtient ici avec la méthode get. Alors, il y a plusieurs codes qui peuvent être disponibles. Le code qui nous intéresse, nous, c'est le code pour lequel tout s'est bien passé. Donc, je vais comparer le code de la réponse avec le code HTTP qui m'intéresse. Vous voyez, il y en a plein des codes. Et parmi ces codes-là, il y a un HTTP code OK qui va signifier que la requête s'est bien déroulée. Si elle s'est bien déroulée, évidemment, on peut avoir envie de voir le résultat de cette requête. Alors, pour voir le résultat de la requête, eh bien, on va tout simplement afficher ce que donc, notre client HTTP a reçu. Et pour ça, on va utiliser la fonction, enfin la méthode getString. Donc là, ce sera le contenu de la page web que je vais recueillir. Alors, si on n'a pas de HTTP code OK, bah, ça peut être intéressant d'indiquer qu'il s'est passé une erreur et d'indiquer l'erreur. Donc serial.print erreur. Et puis là, on va afficher le code. Hop, println. Et on affiche donc le code HTTP code. Bien. Alors moi, je vais aller chercher mon fichier d'include pour les identifiants et je vous retrouve après. Bien, donc j'ai lancé la compilation pour tester. Donc pour tester la compilation, j'ai lancé ça ici, juste histoire de vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Alors pour l'instant, ça va se faire en permanence cette requête. Je me rends compte qu'on n'a pas encore utilisé le bouton poussoir dont je vous avais parlé. Bon, bah écoutez, si ça fonctionne bien, on va laisser la compilation de toutes les bibliothèques. Voilà. Donc ça aboutit avec succès. Et maintenant, on va intégrer toute cette partie-là, voilà, dans le contrôle de la saisie, enfin de l'appui sur le bouton poussoir. Donc pour ça, j'effectue un digital read et je vais lire mon bouton poussoir. Comme il est actif à l'état bas, hop, je complémente ici. Et je vais donc copier-coller tout ce qui correspond à la requête dont on a parlé tout à l'heure. Et on réindente proprement, ça c'est important, hein, l'indentation. Bien, allez, on va pouvoir envoyer ça dans la carte et voir comment ça se déroule. Alors, ça prend toujours du temps à programmer, comme vous le savez. Donc, je mets en pause pendant la programmation, c'est pas très intéressant. Voilà, donc la programmation est terminée. On va connecter la liaison série, donc le moniteur, et j'appuie sur le bouton poussoir. Et là, j'obtiens une réponse, hein, délai serveur web de 2 secondes. Délai serveur web de 1 seconde. Donc ça, c'est la page HTTP que j'ai créée, hein, qui apporte cette réponse-là. En fait, dans cette page HTTP, j'ai mis en place un délai aléatoire avec le but de pouvoir montrer le fonctionnement du timeout de la consultation. Donc là, bah, tout se passe bien. On obtient une réponse quand on appuie sur le bouton poussoir. Bon, c'est pas fulgurant, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, on revient donc à notre code source. Et on va venir modifier le délai. Alors, pour pouvoir modifier le délai, hein, le timeout, je vais ajouter ici la commande correspondante.
Alors pourquoi le modifier? Parce que le timeout par défaut, c'est 5 secondes. Et 5 secondes, c'est peut-être beaucoup parfois. Donc pour pouvoir le changer, je vais donc ici sur Set Timeout. Alors la valeur est fournie en millisecondes. Ils auraient pu préciser dans le commentaire. Donc 1500 millisecondes, c'est donc 1,5 secondes. Allez, on va relancer avec ça. Je vous rappelle que pour lancer, il faut stopper le moniteur série et on relance le code. Donc là, la compilation est rapide, puisque tous les fichiers d'en-tête ont déjà été compilés. Bon, ce qui est lent, évidemment, c'est le téléversement. Et je mets en pause pendant le téléversement. Ok, bon, ça s'est bien passé. On relance le terminal série. Ah, bon, on est bien sur l'adresse 201, etc. J'appuie sur le bouton poussoir. Code erreur 11, moins 11. Le code erreur moins 11, c'est ce qui correspond en fait au timeout. Effectivement, je vous rappelle que la page web que j'appelle, c'est une page dont le délai est de 1 à 2 secondes. Ça a été programmé exprès comme ça pour montrer effectivement le fonctionnement du timeout. Alors, pour pouvoir vous montrer les différents codes, on va aller regarder la définition du HTTP code OK. Voilà, on le trouve ici. Et là, on trouve également tous les codes d'erreur correspondants. Et le moins 11, effectivement, c'est le read timeout. Quand on est en local à la maison sur la domotique, on n'a pas besoin de mettre un délai colossal. Un délai de 5 secondes, c'est vraiment beaucoup. En plus, actuellement, on a un client qui est un client synchrone. Ça veut dire que tant que le client n'a pas répondu ici, lorsque je l'appelle, pardon, tant que le serveur n'a pas répondu au moment de cet appel-là, on attend. Si votre élément, votre objet connecté doit gérer d'autres choses, eh bien c'est tout un temps où on ne peut pas gérer autre chose, quoi. Alors on a la possibilité d'utiliser également une bibliothèque asynchrone. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais à la maison, sur un objet connecté standard, avec un timeout bien défini, bon, ça va bien, on peut utiliser ce client synchrone. Bien, donc là on a vu comment ça fonctionnait. Encore un petit test pour voir avec, voilà, avec 1 seconde, ça passe comme il faut. Bien, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment on peut utiliser tout ça avec une domotique. Et la domotique que j'ai choisie, c'est JDOM. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans JDOM et d'ajouter un virtuel. Alors on va retrouver ce qu'on avait vu sur la vidéo qui permettait de communiquer avec JDOM, enfin non pas de communiquer avec JDOM, mais qui permettait à JDOM d'interagir avec l'objet. L'objectif maintenant, c'est de faire l'inverse, c'est l'objet qui permet d'interagir avec JDOM. Donc on avait réalisé ça par le passé, et ça c'était donc des scripts qui permettaient, des scripts HTTP qui permettaient d'effectuer des requêtes HTTP pour pouvoir allumer la LED ou l'éteindre. On va maintenant utiliser un plugin pour pouvoir ajouter un virtuel. Alors j'ajoute un virtuel, et ce virtuel, ça sera donc le test HTTP client. Alors ce virtuel, hop, je vais le mettre dans le jardin. Je vais l'activer, le rendre visible tout de suite. On va déjà le sauvegarder. Et on va ajouter maintenant une commande. Alors quand j'ai une commande, en fait, c'est plutôt une info. Donc ici, je choisis d'ajouter une information virtuelle. Cette information virtuelle, je vais donc faire en sorte que ce soit l'état de la LED de mon objet connecté. On a le droit de mettre des espaces ici. C'est donc une information, c'est une information qui est binaire, pas de calcul à effectuer. Hop, on sauvegarde. À partir du moment où c'est sauvegardé, on peut accéder aux propriétés de cet objet. Voilà. Et ici, par exemple, au niveau de l'affichage, on peut choisir un affichage sous la forme d'une lampe. Hop, on enregistre. On enregistre, ouais, c'est bon. Et on sauvegarde tout ça. Notez l'identifiant, c'est l'identifiant numéro 232.
On va voir après comment on peut effectuer un appel à partir de la ligne de commande ou à partir de notre objet connecté. Bien, donc si je regarde, voilà, j'obtiens mon élément ici. Cet élément, pour pouvoir le modifier à partir de notre objet connecté, il va falloir pouvoir utiliser l'API de JDOM. Alors cette API, elle a une clé. Alors, attention, c'est qu'en fait j'ai pas envie de tout vous montrer. Ouais, d'accord. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu laborieux, j'arrive pas à attraper les bords. Ouais. Bien, donc l'API. Pour pouvoir accéder à l'API, ici, on va dans les réglages, système, configuration. Et là, vous avez une entrée qui se trouve ici là, pour l'API. Alors, je ne vais pas vous le montrer évidemment, mais en dessous, on trouve les paramètres de l'API. Donc c'est une chaîne hexadécimale qu'il va falloir copier et mettre dans notre programme. Donc dans notre programme, vous allez définir l'API. Alors attendez, je vais revenir avec JDOM dans sa position initiale. Voilà. Donc on revient à notre code ici. Et dans ce code, il va falloir donc définir l'API. Donc ici, vous devrez ajouter donc une chaîne constante pour l'API key de JDOM. Donc ici, votre API, votre clé API. Voilà. Bien sûr, vous décommentez et vous remplissez le champ correspondant. Alors à partir de ça, pour pouvoir faire une requête, ça obéit à une certaine configuration. Dans cette configuration, on a évidemment besoin également de connaître l'adresse de l'hôte. Ici, c'est l'hôte JDOM. Ça va être l'adresse IP. Alors là, je peux le mettre en clair pour moi. Mon adresse IP pour JDOM, c'est 192.168.0.39 et on est sur le port 80. Donc évidemment, vous décommentez et vous mettez l'adresse de votre JDOM. Bien, donc moi aussi, j'ai ajouté ma clé JDOM dans mon fichier info connexion. Donc ici, en même temps, je vous ai ajouté le modèle pour pouvoir effectuer une requête. Donc pour pouvoir effectuer une requête, voilà à quoi doit ressembler donc la ligne de la requête. On va la copier, cette ligne, et on va s'en servir pour pouvoir effectuer une requête. Donc l'idée, c'est que quand on va appuyer sur le bouton poussoir, donc ici, alors on va commencer par constituer l'URL de la requête. Alors moi je ne l'afficherai pas cette URL parce que j'ai pas envie de vous montrer ma clé JDOM, mais vous pourrez vous l'afficher pour pouvoir faire du debug éventuellement et voir que tout se passe bien au niveau de la consultation, de la constitution, pardon, de l'adresse qui va être appelée. Donc cette URL, hein, c'est http:// ensuite host JDOM. Alors, qui va être reconnu tout à l'heure. Ensuite, donc core API/japi.php, point d'interrogation. Et là maintenant, on aligne les différents paramètres attendus par l'API JDOM. Donc, parmi les paramètres, le premier, évidemment, c'est la clé. Donc, c'est pour ça qu'on a un API key égale
Donc je ferme les guillemets, j'ajoute la clé. Ensuite, on veut modifier l'état d'un virtuel. Donc le type, c'est un virtuel. Si on voulait modifier l'état, si on voulait lancer une commande, hein, modifier l'état, voilà, lancer une commande, on mettrait CMD à la place du virtual ici. Et ensuite on a lead. Alors lead, on va le mettre tout de suite en clair, puisque je vous rappelle que lead c'était 232. Et puis pour la valeur, bah, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une valeur qui peut varier. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton poussoir, on change l'état. Je vais créer une variable état, et cette variable état, eh bien, ce sera un booléen, et en fonction de sa valeur, si c'est un booléen qui est vrai, je mettrai 1, et si c'est un booléen qui est faux, je mettrai 0 comme valeur. Alors tout ça, ça justifie d'ajouter ici, en statique, état, donc un booléen. Alors false au départ. Alors lorsqu'on appuiera sur le bouton poussoir, donc ici juste après l'appui, on changera la valeur de état en la complémentant. Donc quand j'appuie, état change de valeur. Passe de vrai à faux ou de faux à vrai. Alors souvent, moi, je préfère mettre en place des parenthèses pour des questions de priorité, hein, être sûr de ce que je fais. Voilà. Alors la piquée, je vais vérifier qu'elle est bien déclarée dans mon info connexion. Bien, donc on a constitué donc l'URL d'appel. Bon, bah maintenant, on va pouvoir l'appeler. Bon, évidemment, je n'ai pas mis au bon endroit. Hein. Je pense que tout le monde l'aura remarqué. CTRL X, évidemment, c'est juste avant l'appel qu'il faut constituer l'URL d'appel. Et donc ici, je modifie ce qui était notre URL de test par maintenant cette nouvelle URL. Donc ça provoque l'appel sur la domotique. Et puis après, bah, toute la suite, ça correspond à ce qu'on a déjà vu. Allez, on envoie ça dans notre module. Alors pour l'instant, il était toujours ici connecté. Hein. Donc je fais CTRL C pour déconnecter le moniteur série. Et je téléverse à nouveau. Bon, je mets en pause pendant que ça téléverse et que ça compile. Enfin, que ça compile et téléverse. Bien, alors moi, pour la démonstration, j'ai rajouté en plus un délai ici. Hein. Lorsque on a géré l'appui sur le bouton poussoir, ben, on met un petit délai pour pas que ça relance tout de suite lorsqu'on est encore appuyé sur le bouton poussoir. Bon, j'ai pas géré le fait qu'on réalise un premier appui, hein, c'est-à-dire qu'il y a un front descendant. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues, que vous pouvez tout à fait refaire. Alors, on va tester. Et pour tester, je démarre donc le moniteur série ici. J'appuie. Bon, pas de réponse, c'est normal. Hein. On n'est pas censé en avoir une. En revanche, si maintenant je vais voir sur ma domotique ce qui se passe, bah, la domotique elle a disparu là. Hop. Donc si je vais maintenant sur ma domotique, que j'appuie sur le bouton poussoir, on voit qu'effectivement le virtuel a changé de valeur. Je rappuie, le virtuel s'éteint, je rappuie, il s'allume, etc. Donc là on a vu comment on pouvait agir sur un virtuel. De la même façon, on pourrait envoyer une commande. Alors cette commande, pour l'expérience, je peux vous montrer comment faire pour pouvoir envoyer une commande qui va permettre, par exemple, de... Est-ce que j'ai ça Ah bah non, j'en ai pas une facile. Non. Par contre, je vais vous indiquer quelle est la syntaxe pour envoyer une commande. Alors pour pouvoir envoyer une commande, on a un code qui est tout à fait semblable. Donc je vous l'ai dit, hein, ce qui change, et je vais l'ajouter ici, ce sera disponible donc en téléchargement sur mon site.
Donc ça, c'est pour l'état. Pour envoyer une commande, on procède de la même façon. Ce qui change, c'est qu'ici, c'est maintenant une commande et il n'y a pas de valeur. On renseigne juste l'identifiant de la commande. On peut également faire appel à un scénario. Et alors, dans le cas d'un scénario, alors donc ça c'est pour la commande, hein. Hop, avant de l'oublier. Donc pour un scénario, même approche. Alors pour un scénario JDOM, le type c'est maintenant un scénario. Et puis ensuite, il faut ajouter l'action. Donc pour lancer le scénario, voilà ce qu'on ajoutera sur l'URL que l'on va envoyer. Bien, ben c'est la fin de cette vidéo. Dans les vidéos qui viennent, je vous proposerai de voir comment on peut modifier des objets connectés du commerce. Alors ces objets connectés du commerce, ce sont, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est le SON-OFF basique que vous pouvez voir ici, donc qui est un interrupteur connecté. Bon, l'intérêt c'est qu'il y a de l'alimentation dedans, il y a tout ce qu'il faut. Également, on verra comment on peut modifier donc ces interrupteurs tactiles. Alors il y a une, deux ou trois positions en fonction du modèle que l'on choisit. Une remarque importante, il faut impérativement disposer du neutre pour pouvoir les utiliser. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo, de voir comment on peut modifier d'abord le basique et puis on verra après dans une autre vidéo comment modifier l'interrupteur tactile. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver sur mon site Géo2i, j'ai mis des liens. Et puis si vous voulez contribuer à mon travail, vous pouvez continuer à faire des dons sur PayPal. En fait, ça me sert également à l'IUT dans le cadre des projets pour pouvoir faire fabriquer des circuits imprimés professionnels, ce qui dans certains TP permet d'avoir accès à des composants qui sont difficilement utilisables avec une réalisation artisanale de l'IUT. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Je suis perdu.